En effet, répondit Villefort, regardant son père avec étonnement, en effet, vous me paraissez bien instruit. Ah mon Dieu, la chose est toute simple. Vous autres qui tenez le pouvoir, vous n'avez que les moyens que donne l'argent. Nous autres qui l'attendons, nous avons ceux que donne le dévouement. Le dévouement, dit Villefort en riant. Oui, le dévouement. C'est ainsi qu'on appelle en termes honnêtes l'ambition qui espère. Et le père de Villefort étendit lui-même la main vers le cordon de la sonnette pour appeler le domestique que n'appelait pas son fils. Villefort lui arrêta le bras. « Attendez, mon père, » dit le jeune homme, « encore un mot. »« Dites. » Si mal faite que soit la police royaliste, elle sait cependant une chose terrible. « Laquelle ?» C'est le signalement de l'homme qui, le matin du jour où a disparu le général Quesnel, s'est présenté chez lui. « Ah, elle sait cela, cette bonne police. Et ce signalement, quel est-il ? Teint brun, cheveux favoris et yeux noirs, redingote bleue boutonnée jusqu'au menton, rosette d'officier de la Légion d'honneur à la boutonnière, chapeau à large bord et canne de jonc. « Ah ah, elle sait cela, dit Noirtier. Et pourquoi donc en ce cas n'a-t-elle pas mis la main sur cet homme ? Parce qu'elle l'a perdu, hier ou avant-hier, au coin de la rue Coq-Héron. Quand je vous disais que votre police était une sotte. Oui, mais d'un moment à l'autre, elle peut le trouver. Oui, dit Noirtier en regardant insoucieusement autour de lui. Oui, si cet homme n'est pas averti, mais il l'est. Et, ajouta-t-il en souriant, il va changer de visage et de costume. À ces mots, il se leva, mit bas sa redingote et sa cravate, alla vers une table sur laquelle étaient préparées toutes les pièces du nécessaire de toilette de son fils, prit un rasoir, se savonna le visage et d'une main parfaitement ferme abattit ses favoris compromettants qui donnaient à la police un document si précieux. Villefort le regardait faire avec une terreur qui n'était pas exempte d'admiration. Ses favoris coupés, Noirtier donna un autre tour à ses cheveux, prit au lieu de sa cravate noire une cravate de couleur qui se présentait à la surface d'une malle ouverte, endossa au lieu de sa redingote bleue et boutonnante une redingote de Villefort de couleur marron et de forme évasée, essaya devant la glace le chapeau à bord retroussé du jeune homme, parut satisfait de la manière dont il lui allait, et laissant la canne de jonc dans le coin de la cheminée où il l'avait posée, il fit siffler dans sa main nerveuse une petite badine de bambou avec laquelle l'élégant substitut donnait à sa démarche la désinvolture qui en était une des principales qualités. « Eh bien, dit-il, se retournant vers son fils, stupéfait, lorsque cette espèce de changement à vue fut opéré, « Eh bien, crois-tu que ta police me reconnaisse maintenant ?»« Non, mon père, balbutia Villefort. Je l'espère, du moins. »« Maintenant, mon cher Gérard, continua Noirtier, je m'en rapporte à ta prudence pour faire disparaître tous les objets que je laisse à ta garde. »« Oh, soyez tranquille, mon père, dit Villefort. »« Oui, et maintenant je crois que tu as raison et que tu pourrais bien en effet m'avoir sauvé la vie. Mais sois tranquille, je te rendrai cela prochainement. » Villefort hocha la tête. « Tu n'es pas convaincu ? J'espère du moins que vous vous trompez. Reverras-tu le roi ? Peut-être. Veux-tu passer à ses yeux pour un prophète ? Les prophètes de malheur sont malvenus à la cour, mon père. Oui, mais un jour ou l'autre on leur rend justice, et suppose une seconde restauration, alors tu passeras pour un grand homme. Enfin, que dois-je dire au roi ? Dis-lui ceci. Sire, on vous trompe sur les dispositions de la France, sur l'opinion des villes, sur l'esprit de l'armée. Celui que vous appelez à Paris l'ogre de Corse, qui s'appelle encore l'usurpateur à Nevers, s'appelle déjà Bonaparte à Lyon et l'empereur à Grenoble. Vous le croyez traqué, poursuivi, en fuite, il marche, rapide comme l'aigle qu'il rapporte. Les soldats que vous croyez mourant de faim, écrasés de fatigue, prêts à déserter, s'augmentent comme les atomes de neige autour de la boule qui se précipite. Sire, partez. Abandonnez la France à son véritable maître, à celui qui ne l'a pas achetée, mais conquise. Partez, sire. Non pas que vous couriez quelque danger, votre adversaire est assez fort pour faire grâce, mais parce qu'il serait humiliant pour un petit-fils de Saint-Louis de devoir la vie à l'homme d'Arcole, de Marengo et d'Austerlitz. Dis-lui cela, Gérard. Ou plutôt va, ne lui dis rien. Dissimule ton voyage. Ne te vante pas de ce que tu es venu faire et de ce que tu as fait à Paris. Reprends la poste
Si tu as brûlé le chemin pour venir, dévore l'espace pour retourner. Rentre à Marseille de nuit, pénètre chez toi par une porte de derrière, et là, reste bien doux, bien humble, bien secret, bien inoffensif surtout. Car cette fois, je te le jure, nous agirons en gens vigoureux et qui connaissent leurs ennemis. Allez mon fils, allez mon cher Gérard, et moyennant cette obéissance aux ordres paternels, ou si vous l'aimez mieux, cette déférence pour les conseils d'un ami, nous vous maintiendrons dans votre place. Ce sera, ajouta Noirtier en souriant, un moyen pour vous de me sauver une seconde fois, si la bascule politique vous remet un jour en haut et moi en bas. Adieu mon cher Gérard, à votre prochain voyage, descendez chez moi. Et Noirtier sortit à ces mots, avec la tranquillité qui ne l'avait pas quitté un instant pendant la durée de cet entretien si difficile. Villefort, pâle et agité, courut à la fenêtre, entr'ouvrit le rideau et le vit passer, calme et impassible, au milieu de 2 ou 3 hommes de mauvaise mine, embusqués au coin des bornes et à l'angle des rues, qui étaient peut-être là pour arrêter l'homme aux favoris noirs, à la redingote bleue et au chapeau à large bord. Villefort demeura ainsi, debout et haletant, jusqu'à ce que son père eût disparu au carrefour Bussy. Alors il s'élança vers les objets abandonnés par lui, mit au plus profond de sa malle la cravate noire et la redingote bleue, tordit le chapeau qu'il fourra dans le bas d'une armoire, brisa la canne de jonc en 3 morceaux qu'il jeta au feu, mit une casquette de voyage, appela son valet de chambre, lui interdit d'un regard les 1000 questions qu'il avait envie de faire, régla son compte avec l'hôtel, sauta dans sa voiture qui l'attendait tout attelée, apprit à Lyon que Bonaparte venait d'entrer à Grenoble, et, au milieu de l'agitation qui régnait tout le long de la route, arriva à Marseille, en proie à toutes les transes qui entrent dans le cœur de l'homme avec l'ambition et les premiers honneurs.